Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Le café de presse politique est de retour ce mercredi à 16h10 parce que pour obligation de couvre-feu, nous sommes obligés de démarrer 2 heures plus tôt ce café presse politique avec une actualité qui est évidemment dominée par les mesures de confinement pour endiguer la propagation du virus Covid-19, une actualité qui est essentiellement une actualité d'urgence sanitaire, mais qui va être dominée aujourd'hui par une thématique politique. Nous sommes dans le café presse politique et les situations. Et l'actualité politique n'a pas cessé d'évoluer ces dernières 24 heures. Pour en parler avec nous, Maître Zoubida Assoul, avocate évidemment, et présidente de l'UCP. Zoubida, bonjour. Et avec nous aussi notre collègue Zohir Aberkan, journaliste freelance. Zohir, bonjour. Bonjour. Alors, je disais que l'actualité sanitaire était l'actualité dominante. Nous devions en parler avec Khaled Drani, qui est en principe le présentateur du Café Presse Politique. Khaled Drani nous a appelé il y a 45 minutes pour nous prévenir qu'il ne pouvait pas venir présenter ce Café Presse Politique parce que la Cour d'Alger a décidé aujourd'hui, la chambre d'accusation de la Cour d'Alger, de casser son statut de mis sous contrôle judiciaire, statut sous lequel il était depuis une quinzaine de jours, et qu'il a transformé en mandat de dépôt. Donc, il pourrait être arrêté si éventuellement ce mandat de dépôt était exécuté. C'est une évolution choquante. Absolument choquante. La Cour d'appel a examiné, la chambre d'accusation de la Cour d'appel a examiné aussi le statut de Slimane Hmetouch et de Samir Belarbi, qui eux ont été confirmés dans leur situation de détenu provisoire. Alors, Maître Zoubida Assoul, vous avez plaidé à la chambre d'accusation tout à l'heure sur ces 3 dossiers, sur cette affaire-là. Vous vous attendiez pas à cette issue. Le micro n'est pas en face. Oui, bonsoir Ihsan. Je suis vraiment sous le choc, mais j'ai envie aussi de dire, je m'indigne aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce matin, on était moins d'une dizaine d'avocats pour plaider les appels qu'on avait effectués pour Samir Belarbi et Slimane Hmetouch contre le mandat de placement sous mandat de dépôt du juge d'instruction en détention provisoire des 2 prévenus. Et aussi, on a fait appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire de Khaled Drani. Nous avons plaidé sur la base de la Constitution, des lois de la République, de toutes les garanties que ces personnes-là présentent, parce que la loi algérienne, le code de procédure pénale, stipule carrément que quand des prévenus présentent toutes les garanties, qu'ils ont un domicile fixe, qu'ils sont prêts à se présenter devant la justice, qu'ils ne constituent pas un danger, la règle en droit, c'est de laisser les gens libres, et l'exception, c'est de les placer sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire. On peut juste rappeler à ce stade-là que Khaled Drani, une fois qu'il a été mis sous contrôle judiciaire, le juge lui avait demandé de ramener son passeport 3 jours après, ce qu'il avait fait Tout normalement, à fait. et il avait émargé, comme tous les dimanches, au palais de justice pour respecter la procédure. Nous, on a appris ce matin, lors de notre plaidoirie devant la chambre d'accusation, que le parquet avait fait appel justement de l'ordonnance du juge d'instruction de placement sous contrôle judiciaire de Khaled Drani et qu'il avait justement à ce titre, puisque dans sa demande, dans son réquisitoire, il avait demandé un mandat de dépôt contre Khaled Drani aussi. Donc pour les 3, il avait requis un mandat de dépôt au départ, mais que le juge d'instruction a considéré, à juste titre d'ailleurs, que Khaled Drani était un journaliste d'abord, que l'article 50 de la Constitution garantit la liberté de la presse, et que Khaled Drani aussi, il y a la loi sur l'information qui interdit de mettre en prison un journaliste qui exerce tout simplement son métier. Mais visiblement,
la chambre d'accusation a reçu des instructions parce que c'est ce qui se passe ces derniers jours. On ne comprend pas. Hier, on a eu déjà le scandale de Karim Tabou. Aussi, on était, même en tant que défense, on n'était même pas informé de son procès. Karim Tabou, hier, il n'y a pas eu de procès, tout simplement. C'est pour ça que j'avais envie de m'indigner et je demande à tous les professionnels, tous les défenseurs des droits de l'homme, de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, de s'indigner parce que c'est la première fois dans la vie de la justice algérienne depuis l'indépendance qu'on assiste à une décision judiciaire sans procès. Tout simplement. Sans procès, sans la présence de Karim Tabou, sans la défense, sans même le réquisitoire du parquet général. Parce qu'il n'y a pas eu de procès, tout simplement. Karim Tabou est arrivé en catimini sans avertir la défense. Le juge qui présidait la chambre lui dit voilà, c'est aujourd'hui votre procès. Il dit monsieur le président, c'est mon droit, je ne peux pas, je n'accepte pas aujourd'hui le procès sans ma défense. Alors, il lui dit non, je vais vous juger et je vais rendre la décision aujourd'hui. C'est là où il a eu son malaise, parce que nous, en tant que défense, on n'était pas avertis, donc on a commencé de bouche à oreille à arriver à la cour. Et donc, il avait eu son malaise. Quand on est arrivé, on a demandé au président de la cour, donc de la chambre, de nous ramener notre client. Eh bien, on ne l'a pas vu. Et on ne l'a pas vu jusqu'à aujourd'hui. Et on a même demandé des permis de communiquer. On nous a pas accordé cela. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la balance de la justice s'est cassée hier. Et aujourd'hui, on apprend, après toutes les garanties qu'on a présentées devant la chambre d'accusation, les plaidoiries de la bonne cause de libérer Khaled Drani de son ISTN et de son contrôle judiciaire, il ne fait que son métier de journaliste. Voilà qu'on vient d'apprendre et c'est confirmé. Les confrères me l'ont dit parce que moi j'ai quitté la cour vers 13h. La décision n'était pas encore rendue. Et là, on vient d'apprendre que Khaled Drani a été aussi placé sous mandat de dépôt. Khaled Drani, il y a un mandat de dépôt qui a été prononcé contre lui par la chambre d'accusation. Il n'est pas encore exécuté et peut-être qu'on pourra lui parler tout à l'heure. On a demandé à la régie de l'appeler au téléphone pour donner des explications sur ce qui est arrivé. Lui a dit qu'il allait essayer de confirmer avec ses défenseurs, il y en a une qui est présente ici, de la véracité de cette mise sous mandat de dépôt pour prendre des décisions qui conviennent. On va essayer d'échanger avec lui, j'espère que ce sera possible, avant la fin de ce café presse politique qu'il était supposé présenter jusqu'à il y a de cela 45 minutes. On va poser la question à laquelle tout le monde pense quand on est algérien libre et impliqué dans le Hirak. Est-ce que Zohira Berkane, est-ce que tu as le sentiment que le pouvoir est en train de profiter du confinement, du coronavirus pour régler les comptes aux activistes au Hirak? En tout cas, il me semble, c'est ce qui saute aux yeux au premier abord. Donc, quand on voit ce qui se passe, moi, personnellement, là, en apprenant la nouvelle, j'ai les jambes sciées. C'est-à-dire que vraiment, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Ensuite, on a remarqué depuis une semaine, depuis que le Hirak donc a décidé de surseoir aux marches, etc., qu'il y a une volonté d'aller vers une démarche d'union sacrée pour combattre donc un ennemi commun qui est le coronavirus. Et là, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule partie qui a fait des sacrifices, qui a respecté la trêve. Et ce qui s'est passé hier avec Karim Tabou, ce qui se passe aujourd'hui avec Khaled Drani, c'est du pur acharnement judiciaire. C'est-à-dire là, on est en train c'est de l'acharnement pur et simple. Alors que sous d'autres cieux... Est-ce qu'il est judiciaire? Parce qu'on peut se poser la question, là, il n'y a plus de justice. Non, je veux dire... Bon, moi, j'ai envie de dire que c'est de l'acharnement barbouzard. Quand je dis judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise la justice pour de l'acharnement. Ensuite, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que cela augure? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va venir après? Parce que là, ça ouvre des brèches contre lesquelles, c'est-à-dire, on peut s'attendre au pire. Et personnellement, je m'attends au pire. C'est-à-dire, si on continue sur cette lancée. Moi, quand je vois des pays... C'est quoi le pire? Le pire, c'est qu'on puisse demain, pour un oui ou pour un non, interner des gens, les poursuivre en justice, avec cette justice qui... expéditive, donc qui va être pratiquement, puisqu'on s'est même permis le luxe de juger quelqu'un en son absence. Donc, Zohira Berkane, interner les gens, on les internerait pourquoi?
pour avoir donné une information, par exemple sur le coronavirus, avant que ça soit donné par exemple, puisqu'il y a eu toute une batterie de mesures sur ça, où on a interdit aux gens de rapporter, et puis toutes les mesures qui ont été prises, je crois, par le ministère de l'information, de la communication, à propos de l'accréditation des journalistes qui doivent couvrir donc éventuellement tout ce qui se rapporte au coronavirus. Moi, je relèverai une chose, enfin avant de finir, c'est que sous d'autres cieux, il y a des pays, par exemple, à l'image de l'Iran, qui a libéré des milliers de détenus, parce que conscient des risques que cela pouvait engendrer, alors que chez nous, on emprisonne, et en plus d'emprisonner, donc on ne permet même plus aux détenus d'être en contact donc avec les avocats, avec leurs familles, etc. Zoubida Assoul, on a vu peut-être un signe avant-coureur lundi dernier au tribunal de Sidi Mohamed à Ben Ramdan, le procès de Abdelwahab Farsaoui, président de Raj, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, parce qu'il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas beaucoup trop d'avocats, je pense une quinzaine. Et à la fin, Maître Bouchachi a demandé au juge à ce que la délibération se déroule, il était 13h le même jour, le jour même. Et il y avait absolument rien dans le dossier. Bon, c'était quelque chose qui pouvait être plié en 15 minutes. Et il a quand même renvoyé la délibération au 6 avril. Oui. Et là, on fait la comparaison avec Karim Tabou, où tout s'est fait le même jour. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de dire qu'aujourd'hui c'est la justice. Ce n'est plus un harcèlement judiciaire. On est passé à autre chose. Parce que quand vous prenez la Constitution, j'ai juste envie, parce qu'hier on a vu sur les informations comme quoi le président de la République aurait reçu la première mouture de la nouvelle Constitution qui garantirait l'état de droit, l'indépendance de la justice, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, les libertés. Il y a cette Constitution. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette Constitution qui est toujours en vigueur, elle est toujours en vigueur, et qui a consacré un chapitre 3 au pouvoir judiciaire, et qui dit tout simplement que le pouvoir judiciaire est indépendant et qu'il s'exerce dans le cadre de la loi. Ce que nous avons vécu hier pour Karim Tabou, c'était en dehors du droit et de la légalité. La deuxième des choses, moi j'ai envie d'appeler à la fois le président, le chef de l'État, parce qu'il est garant, dans le même article 156 de la Constitution, il est garant de l'indépendance de la justice. Ce qui s'est passé hier pour Karim Tabou, on rend une décision judiciaire sans procès, sans la présence du prévenu, sans défense. Il n'y a pas eu de procès, Hassan. C'est gravissime. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent un peu la raison. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de ce pays ? C'est pour moi, c'est une provocation. C'est une volonté délibérée pour vraiment aller à la confrontation ou quoi ? Je ne comprends pas à travers ce procès-là, qu'est-ce qu'on cherche ? J'ai envie qu'il y a des choses qui se passent ailleurs et que vraiment la justice est arrivée au point avant, Hassan, ça fait 38 ans que j'exerce dans le domaine judiciaire, en tant que magistrat ou en tant qu'avocat, n'est-ce pas ? Et on n'a jamais vu, même pendant les années 90, assister à ce qui s'est passé hier dans le procès de Karim Tabou. Je peux apporter ma petite note. Pendant les années 90, il y avait des exécutions extrajudiciaires. Non, extra, je ne parle pas de l'extra. Voilà, qui je ne parle pas de régler. l'extra. Oui. Je parle du judiciaire. Entendons-nous bien. Je parle du judiciaire. Il y avait quand même un minimum de respect d'un procès. Tu fais le procès, tu décides ce que tu veux. Hier, il n'y a pas eu de procès, ça. Il n'y a pas eu de procès, tout simplement. Et la condition physique de Karim Tabou ne lui permettait pas qu'on puisse faire ce procès. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, de faire appel au président de la République, puisque c'est lui le garant de la Constitution, de l'indépendance de la justice. J'ai envie d'appeler le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui est responsable de comment les magistrats doivent rendre la justice. Ce juge, hier, qui a rendu une décision sans procès, il est, pour moi, en tant que professionnel du droit, il est passible d'une révocation de la justice en tant que magistrat. Parce qu'il a commis une faute grave. Il ne mérite plus de rester dans le corps de la magistrature quand il rend une décision sans procès. C'est un précédent très grave et il peut ouvrir la voie à tout. Alors, avant d'arriver à M. Tebboune, on va en parler, on va ouvrir une séquence président, parce qu'il va bien falloir parler du premier responsable supposé de ce pays, garant du respect de la Constitution, que vous tenez entre vos mains, Maître Assoul.
Quid de M. Zermati? Moi, on m'a présenté M. Zermati comme un procédurier, un parquetier de grande qualité, qui respecte les procédures, que les gens disent que quand il était à la tête du parquet d'Alger, ça se passait plutôt bien. Oui. En termes de procédure, je ne parle pas du contenu de la justice rendue, ça c'est une autre affaire. Aujourd'hui, il est responsable parce que l'appel, c'est le parquet, c'est le ministère public. Dans le cas de Khaldrani, on peut penser aussi que le fait d'avoir enrôlé l'affaire de Tabou de cette manière-là, c'est le parquet aussi. Donc c'est M. Zermati qui est impliqué. Est-ce que M. Zermati est devenu le monsieur Ahmed Gaïd Salah en costume cravate qui va mater les Algériens à coup de piétinement de la justice? Oui, je pense que sa responsabilité est vraiment établie. Surtout ce qu'on a vécu hier et aujourd'hui avec la chambre d'accusation, avec le parquet qui a fait appel du contrôle judiciaire contre Khaldrani et la décision de la chambre d'accusation d'annuler le contrôle judiciaire et de le placer sous mandat de dépôt. Donc aujourd'hui, je pense que sa responsabilité est établie. Si on était dans un état de droit, il démissionnerait. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter d'être ministre de la Justice et accepter que de telles choses se passent dans son département ministériel. Mais encore mieux, moi j'ai fait sur les réseaux sociaux, depuis hier, j'étais indignée, j'ai passé mon temps à écrire et à exprimer exactement les solutions à la fois politiques et juridiques. Le garde des Sceaux pourrait, puisqu'il est le responsable hiérarchique du parquet, donc du ministère public, il pourrait immédiatement dans le procès de Karim Tabou, d'ordonner au parquet général de faire immédiatement, au nom de la loi, de faire un pourvoi en cassation pour casser cette décision, parce que c'est une décision qui n'est pas motivée. Je vais vous dire le ridicule encore plus. Vous savez que le jugement qui a été rendu par Saïd Hamdi, par tribunal de Abba Ramdan pour Karim Tabou le 11 mars, n'est pas encore prêt. Il n'a pas été signé par le juge. Le jugement n'a pas encore été signé. Et vous savez, sur le plan procédural, je ne vais pas vous parler de la technicité, mais sur le plan pratique, on ne peut pas aller faire appel d'un jugement qui n'est même pas prêt, qui n'a pas été signé par la juge qui l'a rendu. Donc le jugement n'existe pas, et pourtant la Cour, nous, on l'a demandé, on nous a dit il n'est pas prêt, il n'a pas été signé, et la Cour a rendu une décision sur un jugement qui n'est même pas prêt, qui n'a pas été signé par la juge. Ça ouvre une voie pour une cassation pour vice de forme. Pour vice de forme, c'est grave, pour vice de forme, mais aussi il faudrait que là intervienne le garde des Sceaux. C'est une affaire qui souille l'honneur de la justice. Et il faudrait, à ce titre-là, qu'il intervienne, qu'il ordonne au parquet général de faire un pourvoi en cassation au profit de la loi et que la Cour suprême tranche immédiatement pour que Karim Tabou puisse avoir un procès selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, mais aussi prévues par la Constitution, les conditions d'un procès équitable, mais aussi par les conventions internationales. Donc, il peut le faire s'il veut sauver l'honneur de la justice. Après, si quelqu'un était à sa place, il aurait démissionné. Il ne resterait pas dans une justice où les ordres sont pris ailleurs et que les magistrats servent de faire valoir. Zoya Laberkan, journaliste qui a couvert le 56 mouvement du Hirak mardi et vendredi compris. Le Hirak, bon sens populaire, ne se trompe pas. M. Zermati, il est dans le hit parade des personnalités les plus détestées et les plus honnies par le Hirak. Il y avait Ahmed Gaïd Salah pendant l'été jusqu'à au-delà du 12. Il y avait évidemment au début les Bouteflika, etc. Mais Zermati figure en bonne place. Hein. Oui, absolument. Enfin, Zermati, mais à travers lui, c'est aussi toute la justice, puisqu'une des slogans récurrents du Hirak, c'était sur l'Adala, donc sur Adal téléphone, ou Winarakia Adala, donc on se posait cette question. Et puis, comme par hasard, donc justice et presse allaient ensemble. Donc, moi, ce que je constate actuellement, enfin, avec ce qui s'est passé avec Karim Tabou, ce qui s'est passé avec Khaldrani, c'est qu'on est toujours dans cette logique, il me semble, de la justice aux ordres. Ça, je le crois, parce que je ne pense pas que vous qui connaissez mieux que nous comment que ça fonctionne, est-ce qu'un procureur ferait la bêtise d'aller de juger en l'absence du... Je ne pense pas. Ça c'est vraiment, c'est incompréhensible.
Donc je crois qu'on est toujours dans cette logique qui a prévalu depuis le 21 juin, donc depuis les arrestations du 21 juin, les auteurs, donc les gens qui ont été condamnés pour port de drapeau amazigh, pour trucs, etc. C'est cette même logique qui continue. Aujourd'hui, elle est à la faveur donc d'une situation particulière, où il n'y a pas de contestation. Par exemple, vous imaginez hier avec Karim Tabou, si on était dans des conditions normales, c'est une marée humaine qui serait descendue, etc. Bon, aujourd'hui, le Hirak, comme je l'ai dit, a préféré faire des sacrifices, faire une trêve. Et il a bien fait de le faire. Il a bien fait de le faire, effectivement. On est là aussi pour le rappeler. Et donc là, on a l'impression qu'on profite de cette situation, donc de cette générosité du Hirak pour... Alors, quand on parle de coup de fil de justice du téléphone, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir plusieurs téléphones. Un téléphone qui dit jugez en votre âme et conscience, et puis un téléphone qui dit non, je veux absolument que telle et telle personne soit mise en prison. Et donc ça nous ramène à l'autorité du président de la République. Est-ce que 3 mois après son intronisation, le programme de main tendue, le geste de main tendue de Abdelmadjid Tebboune vers le Hirak est quelque chose qu'il faut définitivement oublier? Alors la question s'adresse aussi à la responsable de parti politique. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru. Honnêtement, et vous le savez, je suis venue chez vous sur ce même plateau et j'avais exprimé que je n'attendais pas cela. Parce que alors, vous savez... Jamais cru parce que ce n'était pas de la vraie volonté pour aller dialoguer avec le Hirak, ou jamais cru parce que de toute façon, vous saviez que Abdelmadjid Tebboune ne pourrait pas le faire même s'il voulait le faire? Non, tout simplement, on est toujours dans le même système, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui a changé? C'est le nom du président. C'était Abdelaziz Bouteflika, c'est devenu Abdelmadjid Tebboune. Mais c'est pas ça qui allait changer. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la révolution pacifique a toujours dit, c'est pas une affaire d'hommes. Oui, Bouteflika est parti. Oui, quelques figures du système sont en prison. Mais le système est toujours là. Et aujourd'hui, ça se confirme de jour en jour. Mais bien au contraire, aujourd'hui, on assiste à des choses qu'on n'a pas vues avant. Il faut dire la vérité. Du temps de Bouteflika, on n'a pas vu des décisions sans procès. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, on assiste à une ère nouvelle. L'Algérie nouvelle, elle s'inaugure très très bien avec le nouveau président. Aujourd'hui, la justice vient pour exécuter des ordres extrajudiciaires, mais en plus sans procès. Avant, au moins, on permettait aux gens d'avoir un procès. On permettait à la défense de défendre le prévenu. On permettait quand même à couvrir cet événement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, on n'est plus dans ça. Les avocats, vous avez prévu de réagir. On parle d'une conférence de presse demain. Tout à fait. En tant que collectif des avocats, on s'est indigné. On ne peut pas se taire. On ne peut pas taire ce qui s'est passé depuis hier, depuis le 24. C'est une journée noire dans la vie de la justice algérienne. Aujourd'hui, vous savez que la Constitution, qui est toujours en vigueur, l'article 168, il dit que la loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. Ce que nous avons vécu hier, c'est pire qu'une déviation. Ça, c'est la Constitution. Et le président en est le garant. Donc, ce qui s'est passé hier, il a la responsabilité directe de corriger cette déviation. Lui, le chef de l'État, le ministre de la Justice, parce qu'il peut, il a les prérogatives, il a la loi qui le corrige, parce que le magistrat qui a rendu la décision d'hier, c'est quand même un magistrat qui ne mérite pas, parce que la Constitution est claire. Elle vous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant, mais qu'il s'exerce dans la légalité et dans le cadre de la loi. On ne peut pas rendre comme ça des décisions. Il voulait garder Karim Tabou en prison, quitte à rendre une décision sans procès. C'est juste hallucinant, quoi. On n'a jamais vu ça dans toutes les périodes qu'a vécu l'Algérie. On n'a jamais vu ça. Donc aujourd'hui, il a une responsabilité politique. Pour moi, parler d'une constitution exécutant juste ce qui se passe dans cette constitution, ce qui existe dans cette constitution. Et là, personnellement, je suis très, très inquiète. Et nous, on va continuer d'abord à raconter la vérité pour que l'opinion publique soit au courant de ce qui s'est passé depuis hier. Ce qui s'est passé réellement, c'est que, regardez, nous sommes, soi-disant, dans un état de droit. Vous n'avez même pas le droit, en tant que collectif des avocats, d'avoir des permis de communiquer. J'ai vu personnellement le parquetier qui était dans la chambre d'accusation aujourd'hui, donc le procureur général adjoint, le substitut du procureur général, pour avoir des permis.
Ils nous ont pas remis des permis pour voir nos clients. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez... On a des nouvelles d'état de santé de Karim Tabou? Non, pas du tout. On ne sait pas. Des confrères sont partis ce matin. Ils leur ont dit à la prison de Koléa, non, ce matin, vous ne pouvez pas le voir, revenez l'après-midi. Et je suis sûr que même l'après-midi, ils ne vont pas les laisser. On rappelle qu'on avait parlé d'une paralysie faciale, semi-faciale, et que peut-être ce serait un peu rentré dans l'ordre le soir après des anticoagulants. On ne sait pas. Honnêtement, moi, sur ce registre-là médical, je ne peux pas me prononcer. Tout ce que je sais, c'est que Karim Tabou a eu un malaise. Karim Tabou, s'il était en bon état, quand on a exigé, nous, en tant que défense, qu'on nous ramène notre client, pour qu'il puisse être jugé comme la loi le dit, et donc à la salle d'audience. Il ne l'a pas fait, on n'a pas pu le voir, donc on peut supposer tout. Ouais. Toutes les probabilités sont là. Je rappelle à nos amis auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes dans le Café Presse Politique depuis 16h10 et qu'aujourd'hui il y a eu un changement. Nous avons appris 45 minutes avant le début de cette émission que le présentateur du Café Presse Politique, notre collègue Khaled Drani, avait vu son statut de sous contrôle judiciaire changé en mandat de dépôt par la chambre d'accusation auprès de la cour d'Alger, ce qui a eu comme conséquence de directement l'empêcher de venir présenter cette émission. Nous avons essayé, nous avons promis en début d'émission d'essayer d'avoir des nouvelles directement auprès de Khaled pour savoir ce qu'il était en train de faire et comment il réagissait à cette nouvelle. Est-ce que nous avons Khaled au bout du fil? Khaled Drani? Oui, je vous entends. Oui, alors je vais monter le son. Khaled Drani, alors, est-ce que, première question directe, on est au Café Presse Politique, que tu étais supposé présenter en ce moment même, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les avocats ont fait appel de la décision judiciaire qui a été prononcée à mon encontre le 10 mars dernier et contre le mandat de dépôt de Samuel Arabé et Mohamedo. C'était la décision de mettre moi aussi sous mandat de dépôt. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'avait donné l'information de la confirmation du contrôle judiciaire. Finalement, c'était une erreur. Et finalement, je suis placé en mandat de dépôt. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas vraiment comment réagir. Est-ce que tu as pu prendre des contacts avec les avocats, Khaled? Khaled, est-ce que tu as pris contact avec tes conseillers juridiques? Oui, j'ai parlé avec les avocats que je veux remercier et qui font un travail extraordinaire. Les avocats m'ont conseillé de réfléchir à ce que je dois faire, ou me présenter, ou attendre la notification, parce qu'apparemment il doit y avoir une notification, ou bien alors me cacher. Je ne suis pas du genre à me cacher, c'est une solution qui me dérange. Mais peut-être, Khaled, peut-être que tu n'auras pas besoin de le faire, peut-être que... Khaled, peut-être qu'il te suffit juste d'aller tu as ton rendez-vous du dimanche pour le contrôle judiciaire, tu es sous contrôle judiciaire. Oui, pour l'instant je ne suis pas sous contrôle judiciaire, mais sous mandat de dépôt. Donc j'attends les conseils des avocats pour savoir quelle décision finale je devrais prendre. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit une erreur? Est-ce que que ce soit une erreur de transcription? On est dans des situations exceptionnelles parce que nous on n'arrive pas encore à y croire. Hein. On n'arrive pas encore à... Mais il semblerait, Arsène, que l'erreur soit celle de ce matin, c'est-à-dire celle de la confirmation du contrôle judiciaire. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment il peut y avoir autant d'erreurs sur des verdicts aussi importants et aussi cruciaux. Parce qu'on t'a dit dans un premier temps qu'on avait maintenu ton statut de contrôle judiciaire. Hein. C'était la première chose qu'on t'avait dit. Et pour te dire que j'avais même rouspété, j'avais râlé en disant oui, pourquoi le contrôle judiciaire? Finalement, je tombe sous le coup du mandat de dépôt. Je n'aurais pas dû râler ce matin quand on m'a donné la fausse information du contrôle judiciaire. Oui, qui est aujourd'hui jusqu'à maintenant donc qui est une fausse information. La vraie information, c'est que donc la chambre d'accusation auprès de la cour d'Alger t'a mis sous mandat de dépôt. Et pour nos amis auditeurs, donc tu es en consultation avec tes conseillers judiciaires pour savoir ce que tu dois faire. Nous te laissons, Khaled Drani, évidemment Radio M et l'équipe du CPP t'expriment toute sa solidarité. Nous sommes en train de débriefer cette actualité. Nous continuons à en parler et évidemment pas question pour nous de nous taire. C'est avec la plus forte indignation que nous nous érigeons contre cette décision. Encore une fois, merci beaucoup Khaled. Merci, bon courage. Merci à vous. Donc nous disions, il peut y avoir plusieurs coups de fil. Alors, on est au Café Presse Politique, on va essayer d'aller dans le détail. Hein. Point commun entre Karim Tabou et Khaled Drani, tous deux ont été traités par la Kazan Antar. Karim Tabou a lancé un défi au juge d'évoquer ce qui lui est arrivé à la caserne Tabou comme acte de maltraitance à la caserne Antar.
Il a lancé un défi pendant le procès. Il a dit, Azarmati, il a lancé un défi. Voilà. Donc, police politique, mauvaise traitance, etc. Notre collègue Khaled Drani, avec lequel on vient d'échanger, a été convoqué 4 fois à la Casa Natal, et on lui a promis de le mettre en prison. À la fin, on lui a dit, si tu continues à filmer, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que ça, il faut que tout le monde le sache. On n'aimait pas que Khaled Drani, plus de 120 000 followers sur Twitter, plusieurs dizaines de milliers une page qui est très largement suivie sur Facebook, une autorité de la presse, des médias. Donc la police politique n'aimait pas qu'il continue de couvrir, un peu aussi comme le fait notre collègue ici présent, Zohair Aberkan, continue à couvrir le Hirak. Tu insinues jusqu'à le second, là. J'espère que non, j'espère de tout cœur que non, mais il n'y a plus rien à couvrir en ce moment, donc peut-être que de ce côté-là, les procédures sont déjà derrière nous. Donc ma question, le point commun, c'est que tous les deux ont été traités par la police politique, par l'ancienne DRS. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'acharnement dont on parle, qui n'est pas un acharnement judiciaire, visiblement, parce que la justice n'obéit plus à ses propres règles, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement l'acharnement des officiers ou du patron de la DSI, de la sécurité intérieure, qui en voudrait personnellement à Karim Tabou et à Khaled Drani parce qu'ils n'ont pas obtempéré? Il faut croire que c'est le cas. Il faut croire que c'est le cas. Nous, on regarde à travers les dossiers que nous avons. Parce que on remarque un changement avant, même avec la police politique, quand il y a des enquêtes préliminaires, ils sont là pour enquêter, pour faire des dossiers, mais ils ne se permettent pas de qualifier. Or, depuis les dossiers, vous avez le dossier de Boumela, de Belarbe, de Karim Tabou, il y a des qualifications. Alors qu'il y a un décret qui porte justement les prérogatives, qui définit les prérogatives de la DSI, enfin la sécurité intérieure. DSI. Voilà, la DSI, et qui dit clairement dans ces articles que cette DSI travaille sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et moi, je l'ai soulevé la dernière fois dans le dossier de Borga. Dans Borga aussi, la DSI s'est permis de qualifier les faits. Et je l'ai dit au procureur de la République, j'ai dit, monsieur le procureur, est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas le droit? Ils ont le droit de dire le mouchtabah fait, et c'est à vous le parquet. L'action publique, la qualification, c'est le travail du parquet. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, visiblement, quand on regarde ce qui s'est passé hier, parce qu'avant, comme je vous disais, Ihsan, avant, on savait que la justice recevait des ordres. Et les ordres se passent ailleurs, certainement extrajudiciaires. Mais ce qui s'est passé hier, le procès, enfin, le faux procès de Karim Tabou, c'est qu'on n'aimait même plus les formes. C'est-à-dire les délais n'ont pas été respectés, les droits de la défense n'ont pas été respectés, la présence du prévenu n'a pas été respectée, l'absence d'un procès n'a pas été respectée. C'est-à-dire que la loi qui est dictée dans la Constitution, que le pouvoir judiciaire doit travailler dans le cadre de la loi et s'exercer dans le cadre de la loi, ça y est. Cette disposition constitutionnelle n'existe plus. Donc, il faut croire que, puisqu'un magistrat rentre, il sait, il n'y avait pas de prévenu, il n'y avait pas de parquet, il n'y avait pas de plaidoirie, il n'y avait pas d'enquête, il sort, il revient, il rend la décision, il s'en va. Donc, il faut croire que la décision vient d'ailleurs. Et ailleurs, ce sont les gens qui ont initié ces dossiers. Donc, clairement... Voilà, là, nous, on a parlé de la DSI et de la Hunter. Le débat du CPP, depuis quelques semaines, se pose la question de savoir si le président, Abdelmajid Tebboune, peut finalement habiter sa fonction et prendre la main sur l'armée. Sur l'armée, sur les services. Parce qu'en fait, c'est surtout les services aujourd'hui qui sont en train de continuer la feuille politique laissée par Ahmed Gaïd Saleh. On a pensé à un moment donné, avec l'arrivée du général à la retraite, Abdelaziz Mjahid, à la présidence, que peut-être quelque chose était en train de changer et que peut-être un traitement politique différent de la situation allait commencer. Est-ce que, Zohair Aberkan, toi, tu as le sentiment que, de ce côté-là, Abdelmajid Tebboune, en fait, n'a aucune empreinte et n'a pas la main sur la situation? Je ne sais pas, ce que je pourrais dire serait de pures spéculations, supputations, mais bon, les faits sont là, les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'en fait, entre un discours qui se veut rassurant, qui se veut... Qu'on n'entend plus, hein. Bon. Le discours rassurant, on l'entend plus. On l'a même pas entendu à la faveur de la trêve, hein. Non, ça dit quand même de la trêve sanitaire, on n'a pas entendu ce discours. Au contraire,
les menaces déguisées du ministre de la Communication. Oui, absolument. Voilà. Mais c'est-à-dire par rapport à ça, je crois que, comme je le disais, les faits sont là, ils sont têtus, et ça et prouvent tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on a deux entités qui dirigent ce pays. L'une donc qui y met les formes, et une autre qui y met les moyens, c'est-à-dire qui y met les... Alors justement, la question c'est, est-ce que les Algériens se sont très bien comportés? Ils sont en train de bien se comporter, ils respectent les consignes, les appels pour suspendre le mouvement dans la rue ont été entendus. On a les retours. Ce matin, je recevais le fondateur de TomTom qui nous dit que son chiffre d'affaires s'est complètement écroulé, mais qui sont félicités parce que c'est le signe que les Algériens se déplacent beaucoup moins, qui respectent les consignes, signe de civisme. En face, la répression non seulement continue, mais elle s'exacerbe. Elle prend des formes complètement barbouzardes. On vient d'en faire le descriptif juridique. Est-ce que ça risque pas de fragiliser cette trêve? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que quelque part la colère Si tu permets, Hassan, moi je crois que actuellement, au moment où nous parlons, nous sommes, c'est-à-dire la question du confinement ou de est-ce qu'il y a risque que les gens sortent, etc. C'est bon, on l'a réglé. C'est pas ça que je parle. Non, ça c'est réglé. C'est-à-dire c'est définitivement les gens s'inscrivent dans une autre démarche. Maintenant le risque avec le confinement et avec ces règles qui sont édictées, et puis on voit par exemple il y a des comportements assez violents parfois pour inciter les gens donc à rester chez eux. Et de l'autre côté, on a aussi une situation, c'est-à-dire de confinement pour laquelle on n'assure pas toutes les conditions. Moi, je pense est-ce que les Algériens vont pouvoir Tu peux nous dire un mot sur Blida, Nulek, tu connais bien. Voilà. Bon, pour Blida, les échos que j'ai actuellement, c'est que c'est un confinement. On appelle ça un confinement total. Bon, mais les gens peuvent sortir, c'est-à-dire pour des achats. Maintenant, on ne peut pas se balader, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire, si on s'arrête, on se fait sermonner. Donc, on sort, on achète et on rentre. Ça, c'est un peu ce que je constate aussi ici à Alger, d'une façon générale, même s'il y a quelques errements, Bref, moi, mon problème est le suivant, c'est que avec ce confinement, tel qu'il est pensé, en termes de moyens à mettre en œuvre, par exemple, quand vous demandez aux gens de rester chez eux et que pas mal de magasins sont fermés, même s'ils ne sont pas d'utilité, c'est-à-dire, je prends un exemple. Moi, j'ai un problème à la maison, j'ai un problème de plomberie. Urgent. J'ai un truc qui a pété. Donc, j'ai de l'eau qui coule. Eh bien, je peux pas régler ça. Parce que le quincaillier est fermé. Et donc, on lui donne obligation de fermer. Vous avez aussi d'autres cas dans des quartiers où des magasins d'alimentation générale ont fermé. Et alors là, le problème qui se pose, c'est que au lieu de confiner les gens dans le quartier, vous l'obligez à aller plus loin que son quartier. Donc il y a plein de petits détails comme ça de la vie quotidienne. Est-ce qu'on est en mesure, je termine sur ça, est-ce qu'on est en mesure de tenir le coup? Parce que le confinement, si on s'en tient à ce qui se fait en France, ils sont partis sur 6 semaines. Donc est-ce que serions-nous capables de tenir 6 semaines de confinement dans les conditions actuelles? Avec toutes les restrictions, par exemple, vous avez les taxis qui sont interdits de circuler, mais qui va faire vivre ces gens, qui va les dédommager, plein de commerces, tous les commerces qui ont fermé, etc. Zoubida Assoul, est-ce qu'on va tenir 6 semaines? Écoutez, le drame chez nous, c'est qu'on commence le pouvoir en place, il commence à faire des restrictions, mais il ne met pas justement la logistique pour faire face à cette situation. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, dans les pays où la pandémie a fait plusieurs centaines de morts. Chaque situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Donc avant de confiner les gens, il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Je peux vous dire, juste pour ajouter de l'eau au moulin de Zoher, c'est que dans certains quartiers, au centre d'Alger, je peux vous dire que moi, dans le quartier où j'habite, il n'y a plus de marchands de légumes, il n'y a plus de marchands d'épicerie, il y a une seule. Donc ces gens-là, comment ils vont vivre? Comment ils vont vivre? Les légumes et les fruits, il n'y en a plus.
Dans le quartier où j'habite, il n'y a pas. Ce matin, quand j'ai terminé la cour, vers 13h, j'ai fait le tour. Il n'y avait pas un seul magasin ouvert. Donc voilà la situation. Ça, on parle d'Alger. Je ne veux pas parler des autres pays, puisque le confinement est à Blida, soi-disant à 100%, mais Alger de 7h à 19h. Mais si ces gens-là, ils doivent vivre, même s'ils doivent rester, ils se sentent exécutés volontairement à cette discipline. Les Algériens, et moi-même personnellement, avant même que le pouvoir décide le confinement, j'avais appelé à suspendre les marches, et j'ai pris mes responsabilités en tant que politique de dire, aujourd'hui, il s'agit de sauver la vie des Algériens. Le peuple algérien a trop souffert, on n'a pas envie d'avoir encore d'autres morts. Donc on a appelé en toute responsabilité de suspendre. Ce que le pouvoir ne comprend pas, c'est que le Hirak, c'est dans les têtes des Algériens. C'est pas les marches. C'est pas les marches. Les marches, c'est une forme d'expression de cette révolution. Mais la révolution est dans les têtes des Algériens. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous avez beau interdire. Mais la deuxième des choses, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, c'est que le gouvernement, sa mission, ou l'État, est pour légiférer, codifier, organiser tout. Pour approvisionner les gens, pour acheminer justement les denrées, pour le côté sanitaire, tout ça s'organise. Or, chez nous, on ne voit pas ça. En tout cas, le gouvernement est presque absent, sauf quelques ministres qui parlent de temps à autre, et encore. Donc, aujourd'hui, le peuple algérien, je crois qu'il a une maturité politique exceptionnelle. Parce qu'à chaque fois, quand on a des rendez-vous comme ça, il a toujours été à la hauteur. Malheureusement, le pouvoir en place profite aujourd'hui, moi je peux dire clairement, qu'il profite de cette pandémie. Le pouvoir ou une frange du pouvoir pour faire plaisir à certains qui veulent continuer à croire en M. Tebboune, on va dire une frange du pouvoir. Franchement. Non, parce qu'aujourd'hui, écoutez, M. Tebboune, selon la Constitution, il a tous les pouvoirs. Selon la Constitution, encore une fois, moi je parle de la Constitution parce que je suis une légaliste. La Constitution lui donne et lui confère tous les pouvoirs. Donc il peut, à ce titre-là, corriger les scandales d'hier de la justice. Il peut, parce qu'il est garant. D'hier et d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, oui. D'hier, quand j'ai commencé, et j'allais venir à aujourd'hui. Donc il peut, à ce titre-là, corriger toutes ces dérives. Donc alors, maintenant, s'il ne le fait pas, il est d'accord, ou bien il n'a plus de pouvoir, et à ce moment-là, mais il endossera la responsabilité politique et morale. J'ai envie de dire, et historique. Une question, on arrive un peu vers la fin de ce café politique spécial, café presse politique spécial. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la crise sanitaire et est-ce que vous considérez, parce qu'il y a des Algériens qui le demandaient il y a quelques jours, peut-être qu'ils vont continuer à le demander les prochains jours, qu'il faut aller jusqu'à l'urgence, décréter l'état d'urgence sanitaire, avec cette question qui vient en arrière-plan, on ne peut pas ne pas y penser, la protection des libertés pendant un état d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun d'appeler à un état d'urgence sanitaire si on arrive à stabiliser l'évolution de l'épidémie, voire à la faire reculer? Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons en Algérie? Cette pandémie, elle est mondiale. Ce n'est pas uniquement l'Algérie. Donc, nous sommes en face d'une crise sanitaire. Nous sommes en face d'une crise économique grave. Nous sommes en face, qui va venir dans les jours et les semaines à venir, en face d'une crise sociale, mais aussi nous inaugurons une crise judiciaire. Parce que ce qui se passait hier et aujourd'hui, ça n'augure rien de bon. Donc regardez toute cette complexité. Nous, aujourd'hui en Algérie, on n'est pas uniquement en face de cette crise sanitaire. Il y a toutes ces crises-là. Et donc, moi, j'appelle tout simplement à la raison, à la retenue, au respect des lois, au respect de la Constitution, au respect des libertés fondamentales qui sont garanties par la Constitution, au respect de l'indépendance de la justice, au respect des conditions d'un procès équitable, au respect des droits de l'homme, au respect des droits de la défense. Aujourd'hui, nous, en tant que défense, pourtant la Constitution nous garantit l'exercice de notre métier, aujourd'hui, on est bafoué par ce système judiciaire qui est complètement inféodé à des décisions extrajudiciaires. Les décisions sécuritaires, nous dirions. Oui. L'armée qui se déploie en Algérie pour faire respecter le Hadr Tajoul, Souhaira Berkane, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que ce n'est pas plutôt un risque pour les libertés, compte tenu de la façon dont ces premiers jours de confinement se sont déroulés sur le plan sécuritaire? Moi, je reste optimiste quant à la réactivité, disons, des Algériens vis-à-vis du bon sens.
Globalement, en une semaine, moi j'ai vu une évolution à vitesse grand V, c'est-à-dire entre les gens qui étaient crédules et puis les gens qui aujourd'hui eux-mêmes prônent le confinement et le stay at home, comme ils disent. Bon, maintenant que dans des situations extrêmes possibles que l'armée sorte, mais quand c'est véritablement donc une armée qui apporte donc sa logistique, son savoir-faire, mais pas pour réprimer. Le risque est là. Le risque, c'est celui qu'on puisse peut-être demain, vis-à-vis et là, ça se voit même dans des pays, disons, plus avancés. Plus démocratiques. Voilà, plus démocratiques. Mais sauf qu'ils le font dans un cadre légal quand même. Hein. Voilà. Ils sont très, très, très minutieux. Oui, mais cela n'empêche pas quand même qu'il y ait des dérives, donc, et des dépassements qui. Moi, à mon sens, je crois que, s'il faut évoquer l'engagement des Algériens, je reste très optimiste. Je le vois, je le constate. Les réticences sont de moins en moins nombreux, même s'il y a quelques brebis galeuses, si on peut les appeler ainsi. Mais ils ne sont pas légion. Maintenant, il faudrait qu'on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse garantir le maximum un minimum plutôt de confort dans le confinement. Parce que dans le confinement tel que nous le vivons, je crois il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des familles qui sont à 11 dans un F3. Il y a des familles qui sont à 6 dans une chambre. Donc comment voulez-vous il faut aussi se souvenir qu'il y a des SDF qui sont dehors, qui ne peuvent plus manger parce que les restos sont fermés, parce que les gargotes sont fermées, etc. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre. Et là, on voit que, par exemple, même des initiatives de solidarité spontanées, populaires sont interdites. Donc on dit aux gens non, ne vous solidarisez pas, on leur interdit ça. Et même il y a des voix qui s'élèvent de l'intérieur je me réfère aux réseaux sociaux, pour qui le leitmotiv est rester chez soi, ne rien faire, c'est uniquement se confiner donc à la maison. Alors que non, je pense que si on demande je prends l'exemple, il y a, je ne sais plus où, c'est un petit atelier de confection qui s'est proposé de faire des masques, et il y en a plusieurs. Il y a eu Blida. Est-ce qu'on va leur dire non, ne le faites pas? Contraire. On ne peut pas leur dire. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui est élan de solidarité est le bienvenu. Maintenant, il y a, par rapport à l'urgence, à la situation que nous vivons depuis hier et aujourd'hui, par rapport à Khaled, moi je lance un appel aux confrères, c'est qu'il y a urgence à se solidariser aujourd'hui avec Khaled. Et à dénoncer donc par tous les moyens, pétitions sur Facebook, etc. Donc parce que je pense que c'est le seul cadre qui nous reste, si on peut le faire, et d'interpeller aussi donc et le président de la République et le ministre de la Justice et aussi le ministre de la Communication, Monsieur Liberté, donc le ministre des Libertés. Donc là, il faut je pense que là, on est une dérive intolérable, et il faut qu'il y ait une réponse. Pour que Khaled Drani soit ici à sa place, pour présenter le Café Presse Politique d'ici mercredi prochain, quel est le scénario qu'on peut imaginer? Une saisine de la Cour de cassation qui rapide par le ministère public, qui casse le jugement de la Cour d'appel, de la Chambre d'accusation. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça peut se dérouler rapidement? Non, moi je pense que le pouvoir visiblement a une feuille de route de la répression. Bien sûr, les modalités de pourvoi, les modalités de recours judiciaire, ça, c'est le travail du collectif des avocats qui va le faire et qui va l'examiner demain, puisque nous organisons une conférence de presse pour un peu nous concerter sur les meilleures voies. Maintenant, par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que devant une pandémie pareille, normalement, le rôle d'un chef de l'État, c'est d'appeler l'ensemble des Algériens, l'ensemble des moyens humains et matériels pour juguler, pour mutualiser les efforts, les moyens pour faire face à cette pandémie, alors que notre système de santé, tout le monde le sait, est malade. Aujourd'hui, on assiste comme si le gouvernement, il appartient à un autre État et le peuple appartient à un autre État. Donc il y a une coupure, il y a une rupture
entre les gens qui sont censés être juste la courroie de transmission, les animateurs de toute une nation, les mobilisateurs de toute une nation. On assiste à une scission entre l'État et l'État, je parle, le pouvoir est dans une sphère et le peuple est dans une autre. C'est ça qui est dangereux. Alors que cette pandémie est l'occasion justement de rassembler, de mutualiser, de travailler ensemble, d'utiliser la société civile, d'utiliser tous les moyens algériens. Aujourd'hui, je n'ai pas vu comme ce qui se passe ailleurs, à faire appel à tous les médecins, tous les spécialistes, tous les gens qui ont une compétence et qui peuvent apporter, que ce soit dans l'organisation de la société civile, dans l'organisation de l'acheminement d'un certain nombre de choses, etc. Chez nous, il y a une rupture. Et en plus, pour Khaled Drarni, ce ministre de la communication qui est venu pour parler et donner de l'espoir aux médias électroniques, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, un journaliste des médias électroniques, Khaled Drarni, se retrouve avec un mandat dépôt. Elle est où la liberté pour les journalistes? Il est où l'article 50 de la Constitution? Que la liberté est garantie par la Constitution. Qu'est-ce que Khaled Drarni a fait? Le rôle du ministre de la Communication, c'est justement de veiller dans la pratique et dans les actions pour qu'il n'y ait pas un seul journaliste en prison parce qu'il est journaliste, parce qu'il exerce son métier. Donc, le discours, c'est une chose, la réalité est tout autre. Donc, le ministre de la Communication a une part de responsabilité, il ne doit pas se taire sur ça. Le ministre de la Justice, parce c'est lui, donc il peut instruire le parquet général. Le président de la République, parce qu'il est le garant de l'indépendance de la justice. Ils sont tous responsables vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la morale et vis-à-vis aussi de la loi. C'était le mot de la fin, Khaled Drarni. Donc aujourd'hui, ils sont tous responsables. Khaled Drarni aujourd'hui, après Karim Tabou demain, victime de visiblement un règlement de compte qui utilise les moyens de la justice et les moyens de l'État algérien, notre État, pour arriver à des fins qui ne sont pas des fins, notamment dans cette période-là, d'appel à la solidarité et à la fédération des efforts de solidarité entre les Algériens face au virus Corona. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ce Café Presse Politique spécial et rendez-vous sur notre site radio1.info et nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.